Sécure, épisode spécial CyberEcho. Je suis accompagné de Benoît. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Dr Benoît Desjardins. Je suis un radiologiste à l'Université de Montréal. J'ai commencé là en mai dernier, après avoir passé 35 ans aux États-Unis. Je suis un expert mondial dans 3 différents domaines. En imagerie médicale, qui est ma formation médicale, en cybersécurité et en intelligence artificielle, qui est le domaine de mon PhD que j'avais fait après mon cours de médecine aux États-Unis. Puis, essentiellement, je suis dans les plus gros comités aux États-Unis au point de vue de cybersécurité. J'ai été consultant pour le FBI pour une couple d'années. J'avais publié sur la cybersécurité de l'image médicale, puis m'ont demandé mon avis sur un paquet d'affaires reliées à ça. Puis, je parle un peu partout dans le monde en cybersécurité, surtout dans le domaine médical aussi, relié à l'intelligence artificielle. Beaucoup de développement dans les dernières années au point de vue de l'intelligence artificielle. Alors, ça fait un bon pont. Tu sais. Puis, c'est important, c'est très important, surtout aux États-Unis, mais c'est important aussi au Canada, même si on n'est pas autant affecté. Très intéressant, pedigree très intéressant, puis probablement un peu hors norme par rapport à ce qu'on voit en général. On va s'attarder sur le volet plus cybersécurité dans le contexte ici, puisqu'on est dans le contexte de CyberEcho. Tu viens présenter justement un paysage, un landscape de ce qui se passe en cybersécurité, les problèmes qui affectent le volet médical, qui est quand même assez important. Sous-estimé, surtout au Canada, on le sous-estime probablement encore plus que les Américains. Les Américains sont un peu plus nerveux, donc mettent un peu plus d'énergie, même sont énormément attaqués aussi, donc les dégâts sont quand même très présents de leur côté. J'aimerais avoir une idée, parce que moi je connais plus ce domaine-là, à quel point ce milieu-là est menacé et qui sont les gens qui s'y intéressent à s'attaquer à cette information-là, au-delà des choses un peu plus conventionnelles qu'on pourrait voir dans les médias généralistes. Oui, alors aux États-Unis, bon, c'est un gros problème. C'est un gros problème qui augmente de façon exponentielle. Je veux dire, avec le standard HIPAA de sécurité, les institutions qui ont été affectées par les attaques ont été obligées de dévoiler s'il y avait des brèches de plus que 500 records médicaux depuis 2009. Okay? Puis essentiellement, depuis 2009, on voit la courbe à chaque année du nombre de brèches médicales qui augmente de façon exponentielle. En ce moment, il y a au-dessus de 6600 brèches médicales aux États-Unis qui ont plus que 500 dossiers médicaux. La plus grosse s'est produite l'année passée avec Change Healthcare, qui est un third party. Puis ça a affecté 190 millions de records médicaux. Initialement, il avait évalué à 100 millions, mais là, à peu près il y a 2 mois, je pense qu'ils ont rehaussé à 190 millions. Parce qu'ils font affaire avec au-dessus de 2000 hôpitaux, puis avec comme 400 000 médecins et autres practitioners. Puis, ils ont accès à un paquet de dossiers médicaux parce qu'ils font le processing, puis le booking, tout ça. Alors, ils ont été affectés. C'est un gros problème. Puis, en fait, continue la statistique, à peu près 94% des hôpitaux aux États-Unis ont été affectés par une brèche de données. Puis les autres 6%, essentiellement, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils ont été affectés par une brèche de données, parce que essentiellement, tout le monde a été affecté. Tous les hôpitaux se font attaquer tout le temps, sans arrêt. Les hôpitaux au Canada aussi se font attaquer, mais pas autant. Il y a des grosses différences entre le système de santé américain et le système de santé canadien qui fait en sorte que les États-Unis, les hôpitaux aux États-Unis sont une plus grosse cible. Ici, au Québec, par exemple, bon, on a un système de santé qui est en partie contrôlé par le gouvernement, puis c'est un système qui n'est pas super riche, puis donc ils n'ont pas vraiment trop d'extra pour payer des rançons et tout ça. Alors, quand ils se font attaquer par du ransomware, ben, les odds sont qu'ils ne vont pas payer la rançon parce que, premièrement, ils sont mieux protégés par le gouvernement, c'est pas juste une petite institution. Puis, ils n'ont pas l'argent pour payer essentiellement, puis ça donne que c'est une cible pas particulièrement attrayante pour les cybercriminels. Tandis qu'aux États-Unis, c'est un système très différent. Les hôpitaux, c'est des business aux États-Unis. Okay? Il n'y a pas vraiment de système de santé comme tel. Un paquet de cliniques, un paquet d'hôpitaux.
complètement indépendants et séparés. Puis, ils font beaucoup d'argent. Ils ont des budgets, des marges de profit qui sont très, très, très minces. Malheureusement, ils ne peuvent pas se défendre autant qu'ils veulent. Mais ils vont avoir plus tendance à payer la rançon pour différentes raisons. Vous avez probablement vu aux États-Unis les attaques de ransomware des hôpitaux qui causent essentiellement 3 niveaux de problèmes. Premièrement, l'hôpital devient non fonctionnel ou des gros problèmes de fonctionnalité pour jusqu'à plusieurs semaines essentiellement. Et puis pendant ces plusieurs semaines-là, ils peuvent perdre jusqu'à 150 millions, 200 millions de dollars. Okay? Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, puisqu'ils sont fait hacker par, mettons, la Russie ou la Corée du Nord, whatever, essentiellement, les dossiers médicaux ont pas été considérés protégés comme il faut. Alors, ils ont une pénalité qu'ils doivent payer au gouvernement pour ne pas avoir protégé leurs dossiers médicaux, parce qu'essentiellement, les victimes de hacking aux États-Unis, c'est pas considéré comme des victimes. Ils sont blâmés essentiellement pour le hack. Et puis donc, il y a souvent une couple de centaines, 100 millions de dollars, par exemple, souvent, mais plusieurs, comme par exemple, ça peut être de 5 à 100 millions de dollars pour ces pénalités au gouvernement, dépendant de la grosseur de la brèche. Puis, ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est essentiellement toutes les class action lawsuits qui suivent avec essentiellement des avocats qui sont vraiment là, greedy, puis tout ça, puis ils essaient d'achever l'hôpital essentiellement parce que ça peut aller chercher des centaines de millions de dollars. Alors, un hôpital qui se fait hacker, essentiellement, bon, ils voient que s'ils ne paient pas la rançon, puis il y a des gros problèmes, ils vont payer des centaines et des centaines et des centaines de millions de dollars pour ces 3 choses-là, en plus d'être affectés, d'avoir une perte de revenus de centaines de millions de dollars pour les 3, 4 ou 5 semaines où ils vont être complètement non fonctionnels. Alors, entre cette situation-là, où payer une rançon de 2 millions de dollars, c'est plus cost-effectif pour eux de payer une rançon de 2 millions de dollars. Donc, ils vont payer la rançon. Donc, les cyberattaquants savent que c'est cette situation-là, puis ils voient que, bon, essentiellement, à cause du système de santé américain qui est basé sur le blâme, strictement, les hôpitaux américains vont avoir plus tendance à payer une rançon. Et puis donc, il y a plus d'argent à faire en attaquant les hôpitaux américains. Souvent, quand les hackers hackent, souvent ils lancent des attaques en général, puis ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Je veux dire, ils regardent, ils peuvent faire un scan d'un réseau énorme et puis essayer de rentrer dans un paquet d'adresses IP, puis finalement, sur 10 000 adresses IP, ils vont peut-être en débloquer une. Ils ne savent pas nécessairement c'est où que ça débloque, mais des fois, ils sont chanceux, puis c'est un hôpital. Puis là, c'est un hôpital américain, mais mais c'est pas quand même complètement random, parce qu'ils savent qu'un hôpital ou un groupe d'hôpitaux va avoir un certain groupe d'adresses network, puis ils vont aller scanner ces adresses-là. Donc, c'est un peu dirigé plus ou moins sur un groupe d'adresses. Puis, s'ils sont chanceux, bien, ils vont avoir une adresse importante à l'hôpital, puis ils vont pouvoir rentrer dans l'hôpital, puis obtenir une rançon. Puis... Mais dans ce cas spécifique, c'est des attaques non ciblées. Est-ce que les systèmes américains ou canadiens sont aussi les victimes d'attaques ciblées au lieu d'aller chercher juste une rançon? Ou est-ce qu'il y a eu une deuxième vie des dossiers qui ont été fuités? Parce que chercher une rançon, c'est une chose, mais il y a quand même beaucoup de données protégées dans ça, notamment aux États-Unis avec HIPAA qui vient protéger ça. Au Canada, on a des équivalents aussi qui protègent les données médicales. Oui. Et il y a une valeur à cette information-là qui dépasse la rançon. Est-ce qu'il y a un marché qui existe pour cette information-là qui pourrait tirer un certain type de valeur qui est différent de la simple rançon? C'est ça. Aux États-Unis, en fait, il y a ce qu'on appelle pour les auteurs de ransomware qui sont vraiment les attaques les plus fréquentes ces jours-ci. Ils ont ce qu'on appelle le single dipping, le double dipping, puis le triple dipping. Okay? Le single dipping, essentiellement, c'était bon, juste demander une rançon, puis si tu ne payes pas, ben, that's it. Puis ils vont essentiellement pas débloquer les données. Et ce qu'ils font, ces jours-ci, c'est qu'ils font un double dipping. Autrement dit, ils rentrent dans le système, ils volent un paquet de données. Pas toutes les données, mais assez pour dire qu'ils ont volé des données. Après ça, ils chiffrent toutes les autres données.
Là, ils disent, bon, écoute, on a chiffré tes données, tu as perdu accès à tes données. Si tu ne donnes pas nos rançons, ben là, on ne te donnera pas la clé pour déchiffrer tes données. Alors, les hôpitaux vont dire, pas vraiment intéressés, on a des backups, on va utiliser les données de nos backups, pas de problème, tu peux les laisser chiffrer, on va remplacer toutes nos données par nos backups. Alors, les gens disent, les cybercriminels disent, oh, un instant, aussi, en plus de chiffrer tes données, on a volé des dossiers de 50 millions de patients, peut-être 5 millions de patients, par exemple. Alors, si tu ne nous payes pas la rançon pour déchiffrer tes données, même si tu n'as pas besoin qu'ils soient déchiffrés, on va potentiellement exposer ces 5 millions de records médicaux dans le deep web. Et à ce moment-là, vous allez avoir des gros problèmes de pénalité par les institutions, HIPAA penalty, puis des lawsuits sans arrêt, essentiellement. Alors là, essentiellement, bon, même s'ils ont des backups, ils sont obligés de payer la rançon parce qu'ils ne veulent pas que les données soient exposées. Puis il y a aussi un triple dipping qui est relativement nouveau, c'est que en plus d'avoir une menace d'exposer des données qui ont volé, on dit, bon, OK, on a aussi modifié certaines de vos données dans vos dossiers. Alors, on va vous dire lesquelles qu'on a modifiées si vous ne nous donnez pas une rançon. Parce que, bon, si on modifie, par exemple, des résultats de laboratoire pour un patient, ça peut affecter le traitement d'une façon que ça peut essentiellement tuer le patient. Donc, c'est un triple dipping qui se produit de plus en plus, mais c'est surtout double dipping. Et puis, donc c'est vraiment difficile aux hôpitaux de dire non, je ne paierai pas la rançon, même s'ils ont des backups, parce que à cause de ça, des risques d'exposer les données au grand public, puis payer un paquet d'amendes, puis les lawsuits sans arrêt, puis tout ça. Donc, c'est vraiment des victimes beaucoup plus faciles que, par exemple, essayer d'attaquer un hôpital au Canada parce que, bon, ils ne vont pas payer au Canada, essentiellement. Parce que les conséquences sont moindres au Canada. Ouais, on n'a pas le même régime, là, un peu comme tu t'expliquais très bien. Puis, tu as amené un angle intéressant aussi, puisque là, ça parle d'intégrité, parce que la triade CIA est différente pour les hôpitaux, puisque les données qui sont manipulées ont des conséquences différentes. L'exemple, dans ce cas-ci, l'intégrité, dans certains cas, c'est pas si grave que ça, mais dans la santé, ça peut avoir des conséquences très importantes. Je te laisserai présenter les 3 grands axes parce que je pense que c'est pas bien mesuré les différentes conséquences de la perte d'un ou la totalité de ces trois piliers-là de cyber. Ça, il y a 3 piliers essentiellement en sécurité en général. Il y a la confidentialité, il y a l'intégrité, il y a la disponibilité ou availability. En anglais, ça s'appelle le CIA Triad. Je pense qu'en français, c'est le CID, quelque chose comme ça. Et essentiellement, bon, pour confidentialité, bon, il y a toutes les pénalités d'exposition de données et tout ça. Pour intégrité, bon, quand il y a des brèches de données, de confidentialité, les données risquent d'être exposées, c'est visible ce qui s'est produit, tout ça. Les brèches d'intégrité sont beaucoup plus sournoises, OK? Souvent, c'est pas clair qu'il y a une brèche d'intégrité qui s'est produite. Il y a différents chercheurs des années 2020, 2 groupes essentiellement de recherche différents, très intéressants. Il y a un premier groupe en Israël, pendant la nuit, sont entrés dans un hôpital, puis sont entrés dans un département de radiologie, puis ont mis un dispositif sur le réseau entre un scanner puis le système PACS, qui est le système qui reçoit les images des scanners. Puis, ce dispositif-là, c'est un mini-ordinateur, essentiellement, avait du software d'intelligence artificielle. Puis, ce que ça faisait, c'est que ça recevait les images produites par le scanner, puis ça modifiait les images, c'était des scans du thorax, puis ça ajoutait des nodules pulmonaires, comme si le patient avait des métastases un peu partout, ou ça enlevait les nodules pulmonaires, puis ça envoyait ça au PACS. Puis ils ont montré ça à des radiologistes après ça, puis quelque chose comme 95% des radiologistes n'ont pas pu identifier que c'était vraiment des images modifiées, que ça avait l'air vrai, parce qu'avec l'intelligence artificielle, c'est facile de créer des images qui ont l'air absolument vraies. Et donc, c'est vraiment un concept important. Un autre, à peu près la même année, il y a un autre groupe de cyber chercheurs qui, essentiellement, ont réussi à modifier des images médicales pour inclure du
malware dans ces images-là. Des images médicales, c'est un peu différent des images comme une image JPEG que tu as sur ton ordinateur, OK? Une image JPEG, c'est bon, c'est essentiellement ce que ça contient, c'est du data de pixels, OK? Tandis qu'une image médicale, bon, il y a les pixels comme tel, mais il y a un gros header, une en-tête, OK, qui contient un paquet d'informations sur le nom du patient, le nombre de rangées de l'image, le scanner qui a généré l'image, puis à peu près comme 1000 éléments. OK? Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé une en-tête de l'image qui s'appelle le préambule, par du code Windows de fichiers exécutables. Et puis, ils ont remplacé une partie des attributs au niveau du header DICOM par du code malware. Et puis, s'il arrivait à... Tu as une image, mettons, puis tu tapes le nom de l'image sur un CLI, comme ça, tu peux exécuter l'image, puis exécuter du code, puis ça prend le contrôle de ton ordinateur. Le problème, c'est que, bon, les gens ne tapent pas un nom d'image sur un CLI, ça ne se fait pas. Mais quand même, c'est quand même dangereux parce que ça peut, le même principe peut être utilisé dans différents contextes. Par exemple, quand j'étais à l'Université de Pennsylvanie, une des choses que je faisais, c'est que j'aidais à entraîner le groupe de cybersécurité. J'étais un hacker. Puis, on faisait à chaque 2 semaines, on faisait des exercices de hacking. Et puis, c'est de résoudre des problèmes de hacking, puis je les aidais à les résoudre. Il y a une couple d'années, un des problèmes qu'on avait, c'était on avait à hacker un système PAX, le système que les radiologistes utilisent. Et puis, la façon que j'avais hacké le système PAX, c'est que j'avais pris une image d'ICOM, puis j'avais dans l'entête, OK, le préambule qui était 128 bytes, OK, qui pouvait être modifié sans changer l'intégrité de l'image puis la nature d'ICOM de l'image, parce que c'est un préambule qui était comme un peu de free text pour utiliser quand tu as des images qui sont multiformats, comme par exemple une image d'ICOM qui est médicale, avec en plus de ça une image JPEG intégrée. Donc, ce préambule-là, essentiellement, contient cette information-là. Ce que j'ai fait, j'ai inclus dans ce préambule-là du code PHP. Et puis là, j'ai uploadé l'image sur un PAX. On avait accès pour uploader des images. Puis, essentiellement, j'avais pu avoir assez d'informations pour trouver l'adresse ou l'adresse URL de l'image qui était uploadée. OK? Et puis, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exécuté l'adresse URL de l'image que j'avais uploadée, qui avait du code PHP, puis j'avais pu faire un remote code execution, exécuter le code qui m'a permis de prendre le contrôle total du système PAX. Donc, même si ce que ces chercheurs-là ont trouvé, qu'on dit oui, c'est possible d'inclure du malware, puis qu'en général, bon, tu sais, c'est pas vraiment pratique, c'est quelque chose que même s'il y a du malware, ça ne sera jamais exécuté. C'est possible de trouver des situations où c'est exécutable. Puis ça peut causer des dommages, ça peut causer les gens, des hackers, à prendre contrôle total d'un système PAX ou d'un système à l'hôpital. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis, aussi un autre exemple, il y a un de mes copains qui est aussi un hacker, médecin, qui est la tête de cybersécurité médicale à UCSD. Il a présenté une couple d'années à Black Hat un hack qu'il a fait avec l'interception de données HL7. HL7, essentiellement, c'est le format pour la plupart des données médicales, comme les données de laboratoire, quand elles sont envoyées dans le réseau, c'est sur format HL7. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a branché son ordinateur, laptop au réseau, puis il a fait un ARP poisoning. Essentiellement, ce que c'est un peu comme... tu sais, ça répète, bon, tu sais, I'm a lab machine, I'm a lab machine, I'm a lab machine. Pas exactement, là, mais avec son adresse, puis ça, jusqu'à ce que les autres appareils commencent à reconnaître, puis à prendre confiance à cet appareil-là, puis à échanger des données avec lui. Et puis, quand il a réussi à faire ça, à ce moment-là, il a pu intercepter des données de laboratoire, puis les modifier, puis les renvoyer au système. Ça, c'est très dangereux parce que
bon, premièrement, c'est pas évident que les données ont été interceptées, c'est pas évident que les données ont été changées, mais quand on change certaines valeurs de base de laboratoire, ça affecte le traitement des patients. Si, par exemple, on regarde, simple situation, potassium sanguin, OK? Si on dit, bon, le patient a un potassium normal, pas besoin de lui donner du potassium, mais si on change la valeur de potassium sanguin, puis on dit, bon, ce potassium-là, on va vraiment, chez ce patient-là, est très, 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 très bas, puis c'est vraiment dangereux. Le potassium, ça doit être dans une limite, dans un intervalle pour que le patient soit OK. Alors, si le potassium est trop bas, à ce moment-là, on lui donne d'autres potassium. Mais si les données sont changées pour faire en sorte que le potassium apparaît bas, mais qui est en fait normal, puis que les médecins administrent du potassium à un patient qui a un potassium normal, mais à ce moment-là, il va se retrouver avec un potassium élevé, puis ça peut le tuer. Okay? Il y en a qui se suicident en s'injectant du potassium. Alors, surtout des docteurs. Alors, c'est un gros problème. Puis le problème avec les attaques d'intégrité, c'est que c'est vraiment pas évident que ça s'est produit. Je veux dire, c'est des données de laboratoire dans un ordinateur qui contient des centaines de milliers de données. Puis tu sais pas s'il y a des données qui ont été changées, c'est pas évident. C'est juste quand ça commence à affecter le traitement du patient que tu te rends compte que c'est un gros problème. Mais c'est un problème. C'est un problème. Il y a comme certaines initiatives pour essayer de utiliser les mécanismes pour préserver l'intégrité des données, comme par exemple pour les images médicales. Les images sont en format DICOM. Il y a une façon de déterminer si une image a été modifiée ou non. C'est en utilisant une signature digitale qui contient un hash, qui est un nombre très long qui a été calculé par un algorithme spécifique. OK? Et puis, ce hash-là est crypté puis est associé avec l'image. Il y a des champs DICOM pour contenir ce genre de signature digitale-là pour essentiellement vérifier l'intégrité de l'image pendant la durée de vie de l'image. Et puis, si par exemple une image est transmise, puis est reçue par quelqu'un d'autre, bien là, cette personne-là a simplement à recalculer un nouveau hash à partir de l'image, puis comparer avec le hash qui est crypté à partir de la signature digitale qui arrive à décrypter. Puis, essentiellement, il compare les deux. Puis, si les deux sont différents, à ce moment-là, ça veut dire que l'image a été modifiée. C'est tampered with. Alors, il y a moyen d'utiliser ça. Puis ça, c'est quelque chose qui fait un peu partie du standard DICOM ou qui peut être intégré, qui n'est pas vraiment utilisé, mais les gens se rendent compte de plus en plus que peut-être qu'on devrait l'utiliser pour s'assurer de l'intégrité des images médicales, puis aussi l'intégrité des autres données médicales comme les résultats de lab et tout ça. Mais malheureusement, c'est pas utilisé. Puis ce qui s'est produit souvent, c'est des proof of concept, pour dire que par des chercheurs en cybersécurité disant OK, on peut faire ça, mais ça ne veut pas dire que des hackers vont vraiment le faire. C'est pas vraiment pratique. Ça peut causer du dommage, c'est sûr. Ils pourraient possiblement modifier les données de laboratoire d'un politicien pour affecter son traitement puis le tuer, possiblement. Mais en général, c'est un peu compliqué. Ce qu'ils veulent, les cybercriminels, c'est avoir de l'argent. OK? Ils veulent causer quelque chose, bloquer l'accès à des données pour avoir de l'argent, pour demander une rançon puis recevoir de l'argent rapidement. OK? Mais c'est quand même une autre facette. Puis la troisième facette, c'est essentiellement la disponibilité des données médicales. Puis ça contient tout ce qui est ransomware, puis tout ça. Puis ça, c'est vraiment la plus grosse chose en ce moment. Je vous dis, les dernières attaques, chaque année, chaque jour, on a une nouvelle attaque de ransomware qui affecte non seulement un hôpital, mais qui peut affecter comme une série d'hôpitaux. Aux États-Unis, les hôpitaux, souvent, ils s'associent dans des hospital networks, des réseaux d'hôpitaux. Et puis, ils deviennent des hôpitaux très connectés entre les autres qui partagent certaines fonctions d'administration. Mais essentiellement, quand un hôpital individuel d'un réseau se fait hacker, souvent, le hack se propage dans tous les autres hôpitaux du réseau. Ça peut essentiellement affecter 400 hôpitaux en même temps.
Ça, c'est un gros problème qu'on voit de plus en plus. Puis il y a plusieurs réseaux d'hôpitaux qui sont fait hacker dans les dernières années. Puis, point de vue de ransomware, tout ça. Puis, c'est un très gros problème. La différence avec les brèches d'intégrité, c'est que quand il y a une brèche de disponibilité, c'est évident que ça s'est produit parce qu'on ne peut plus accéder à tes données. Mais pour dealer avec ça, essentiellement, ben, on utilise des backups. Les hôpitaux ont des backups. Puis, c'est comme la technique 3-2-1, 3-2-1, et puis ensuite ça, dash 1. Puis le extra 1, essentiellement, c'est un air gap backup. Parce que si jamais tes données sont sur le network, puis ton backup est sur le network, tu peux te faire crypter toutes tes données avec tous tes backups. Donc, il faut vraiment que tu aies un backup qui est safe, qui ne peut pas être rejoint par les hackers. Parce que si jamais toutes tes données sont cryptées à ce moment-là, tu as quand même accès à ce air gap backup-là pour récupérer toutes les données. Puis c'est pour ça que ça, c'est comme la solution de mitigation pour les attaques de ransomware. Puis c'est pour ça essentiellement que les gens vont pas, quand ils se font attaquer, ils ne se font pas juste attaquer pour une brèche d'intégrité, mais c'est combiné à une brèche de confidentialité parce que essentiellement, ils disent, bon, on a volé tes images, puis si tu n'es pas la rançon, même si tu as des backups, on va les exposer, puis on va te causer des problèmes. C'est 3 éléments, 3 facettes importantes de la sécurité des données médicales. Oui, et justement, tu as parlé de plusieurs aspects, c'est très important. Puis là, en même temps, c'est le peu d'appétit du monde médical à déployer des moyens. Tu parlais justement d'intégrité dans les images médicales, mais c'est pas utilisé, des éléments comme ça. Est-ce qu'il y a un changement de culture qui va arriver parce que les moyens sont là, pas tout le temps, pour arriver à protéger ça, même si à l'heure actuelle, la menace principale, comme tu as bien décrit, c'est de faire de l'argent, c'est d'extraire de l'argent des hôpitaux. Donc, les ransomware sont le véhicule principal, mais les autres vont devenir peut-être intéressants à un moment donné ou à un autre, donc de venir attaquer ou d'attaquer de façon individuelle des gens ou dans le cas, là, on peut parler de situation peut-être plus extrême où il y a des mouvements sociaux plus importants où la vie humaine va être attaquée de façon directe. Est-ce qu'il y a un regard à ça qui se fait? Est-ce qu'il y a des éléments qui s'en viennent pour justement se préparer à ces potentialités-là qui sont plus dramatiques au sens de des vies humaines qui pourraient être perdues? Ou... C'est ça. Ben, essentiellement, bon, il y a 2 éléments qui amènent du changement. OK? Premièrement, les attaques qui se produisent, des vraies attaques, OK? Surtout les ransomware, tout ça. Puis aussi, les preuves de concept générées par les chercheurs en cybersécurité, comme j'ai montré, là, modifier les images, tout ça. C'est la communauté médicale est au courant des deux, des vraies attaques puis des attaques potentielles. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de comités, puis je fais partie d'un paquet de ces comités-là, qui regardent ça puis disent, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour protéger les systèmes de santé à long terme pour les 3 volets de cybersécurité. Puis, on propose certaines choses. Comme par exemple, il y a un regroupement aux États-Unis, le HSCC, qui est Health Security Council, something, je me rappelle plus. C'est un regroupement d'un paquet d'hôpitaux. Puis, c'est un partnership entre le privé et le gouvernement pour essayer de créer des nouveaux standards pour aider les hôpitaux à se protéger. Puis, on a généré plusieurs petits documents pour éduquer les hôpitaux à comment se protéger. Puis, bon, certains documents s'appliquent aux gros hôpitaux, d'autres s'appliquent aux petites cliniques. Puis, il y a de plus en plus d'emphase sur comment se protéger parce que les gens sont de plus en plus au courant que ces choses-là, ça se produit. Puis non seulement ça se produit, ça augmente de façon exponentielle avec le temps. Alors, c'est un gros problème. Les gens sont plus au courant, les manufacturiers sont plus au courant. Puis la cybersécurité, ça fait vraiment partie de leur pensée. Il y a 10-15 ans, essentiellement, qu'un fabricant d'appareils médicaux faisait comme un scanner ou quelque chose comme ça. Il ne pensait pas à la cybersécurité. Je veux dire, c'est comme, tu t'arranges pour que le scanner puisse générer des belles images, puis transmettre les images sur le PACS, puis c'était comme, c'est ce qui était important.
Mais là, maintenant, il y a des nouvelles régulations. On appelle le Software Bill of Material, SBOM, que essentiellement le FDA force les manufacturiers à suivre. Ça, c'est essentiellement, bon, quand on vend un système, ou quand ces vendeurs-là offrent un système, il y a un document, le Software Bill of Material, qui décrit exactement tous les softwares, puis tous les modules, puis tout ça qui ont été inclus pour créer le système, pour que si jamais un des modules est connu avec une vulnérabilité, ben à ce moment-là, ils vont savoir qu'il va falloir qu'ils patchent le système parce que le système est vulnérable. Donc, il y a plus d'informations que les vendeurs, les manufacturiers doivent produire pour c'est que leurs clients sachent exactement avec quoi ils deal. En plus de ça, les manufacturiers, bon, sont de plus en plus au courant des problèmes de cybersécurité. Alors, ils intègrent de plus en plus du software de protection dans leurs appareils. Avant, la protection, c'était comme, bon, OK, tu envoies un appareil à l'hôpital, puis en autant que tu es protégé par le firewall de l'hôpital, ben, c'est correct essentiellement. Mais c'est plus ça maintenant. C'est pas assez. En ce moment, comme si on regarde les standards de NIST aux États-Unis, National Institute of Standards and Technology, la défense, c'est comme la défense par niveau. Il y a comme 10 niveaux de défense. Il y a le firewall en périphérie d'hôpital, puis après ça, il y a au niveau des réseaux des hôpitaux, puis après ça, au niveau des appareils, après ça, au niveau des softwares, après ça, au niveau des données, des workstations, puis tout ça. Et puis, il y a de plus en plus c'est comme une défense étagée. Puis, les appareils sont inclus de plus en plus de software de défense. Même si c'est juste un virus checker ou quelque chose comme ça, au moins, ils ont quelque chose. Ce qui est difficile, c'est que, bon, OK, c'est un scanner. Un scanner, essentiellement, c'est une grosse machine qui scanne, puis c'est branché avec un ordinateur, puis l'ordinateur contrôle le scanner, OK? C'est un ordinateur, souvent un PC régulier, ça run Unix souvent, qui est plus fiable que Windows, mais c'est quand même vulnérable. Mais si tu veux runner du software qui protège le système, il y a de la place en masse là-dessus. C'est comme des gros hard drives, puis tu peux mettre autant de software que tu veux. Mais si tu as, par exemple, des appareils médicaux comme un pacemaker, un pacemaker, souvent, ça a des fonctionnalités avec télé sans fil, connexion sans fil. Puis, on a prouvé qu'il y a quelques années que, bon, ces pacemakers-là peuvent être hackés. Il y a Barnaby Jack dans 2011-2012 qui a essentiellement démontré qu'il y avait des appareils médicaux qui pouvaient être hackés facilement. Par exemple, il a travaillé sur des pompes à insuline. Pompe à insuline, c'est quelque chose, un diabétique porte ça. C'est un compartiment externe, puis c'est branché avec une aiguille sous-cutanée, puis ça injecte des très petites doses d'insuline de façon constante. Il a prouvé qu'essentiellement, il pouvait, de façon sans fil, contrôler la pompe à insuline puis la vider en quelques minutes, essentiellement tuer le patient. Okay? L'année d'après, il a travaillé sur des pacemakers, des défibrillateurs, puis il a trouvé un moyen de contrôler les défibrillateurs à distance pour les faire générer les chocs un après l'autre jusqu'à temps que ça tue le patient. Ça, c'était un hacker éthique. Essentiellement, son but, c'était pas de causer des problèmes, c'était de montrer aux compagnies de pacemakers puis de pompes à insuline que leurs appareils étaient vulnérables, puis de faire quelque chose pour éviter ce genre de situation-là. Le problème est que, un pacemaker, c'est tout petit. Puis l'ordinateur, à l'intérieur du pacemaker, c'est tout petit. OK? C'est une chip souvent qui contrôle un paquet d'affaires. Mais il n'y a pas un hard disk dans le pacemaker qui peut loader, runner un paquet d'espace. Tu peux avoir un quelques chips here and there de mémoire, mais tu ne peux pas mettre autant de software que tu veux pour protéger le pacemaker. Alors, ces appareils-là sont beaucoup plus vulnérables parce que tu ne peux pas mettre du software dessus pour les protéger comme il faut. C'est un des problèmes avec les appareils médicaux. Mais les gens sont au courant que ça se produit. À ce moment-là, ils mettent un petit peu plus d'embûches, comme par exemple
pour communiquer avec un pacemaker, ben, c'est pas n'importe quel appareil qui va communiquer de façon sans fil. Pour pouvoir communiquer, il va falloir que tu rentres un password ou que tu aies un protocole de communication. Puis, donc, le système va être protégé comme ça avec des passwords. Puis ça, même s'il n'y a pas de place pour donner du software de protection, il y a assez de place pour mettre des passwords puis s'assurer que personne n'arrive à communiquer avec le pacemaker. Comme ça, le pacemaker devient sécure. Puis ça, c'est rentré dans la mentalité des fabricants. Okay. Ils ne pensaient pas au début, quand ils faisaient des pacemakers, qu'ils allaient devoir mettre des passwords sur des pacemakers, mais maintenant, ils savent exactement. Puis, ils en mettent des passwords. Puis, c'est comme des protocoles bien définis. Puis, ça aide à protéger. Donc, essentiellement, toute la réalité des hacking, puis tout ça, les attaques de ransomware, avec aussi les proof of concept par les groupes de chercheurs de cybersécurité, ont essentiellement mis l'emphase sur le fait que, bon, les données médicales sont vulnérables, les appareils médicaux sont vulnérables. C'est vraiment important de commencer à les protéger. Puis essentiellement, c'est rentré dans le thinking, le mindset des fabricants. Puis ils doivent adresser les issues de sécurité quand ils produisent un nouveau produit. Donc, ça aide beaucoup. C'est très possible de savoir justement qu'il y a eu un changement parce que je me rappelle justement, tu mentionnais les éléments où moi j'assistais au Black Hat aux présentations qui étaient un peu extraordinaires de montrer ce genre de choses-là. Fait qu'il y a eu un changement, une prise de conscience, c'est très, très intéressant. C'est très rassurant comme utilisateur du système de santé de savoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir attaquer un appareil qui sera éventuellement branché sur moi. On a fait un bon survol du sujet. Y a-t-il des éléments qu'on n'a pas abordés que tu aimerais discuter? Au point de vue de vulnérabilité, ben, je veux dire, c'est pas juste une question de protection d'appareils puis de données. Il y a aussi beaucoup d'efforts qui ont été mis sur éduquer les gens qui travaillent en santé pour éviter que, bon, ils se fassent hacker. Parce que si on regarde la cause numéro 1 de brèche de données médicales, c'est un email de phishing. OK? Puis ça leur a apporté essentiellement que maintenant, tous les hôpitaux doivent runner des campagnes de phishing contre leurs employés pour essayer de les éduquer sur le phishing pour que, bon, quand ils reçoivent un email de quelqu'un qui ne sont pas au courant, à ce moment-là, ben, qu'ils ne cliquent pas sur les liens parce que essentiellement, tu sais, faut comprendre que, OK, un employé d'un hôpital, OK, peut se faire hacker, mais l'employé, c'est pas vraiment important, OK? Essentiellement, l'employé, c'est simplement un vecteur pour attaquer l'hôpital qui est la vraie cible. Ils savent que, bon, l'hôpital est bien protégé, puis ils savent que, bon, ils peuvent essayer d'attaquer les employés qui sont en périphérie, rentrer dans le système des employés, puis quand les employés se connectent à l'hôpital, ça rentre dans l'hôpital, puis là, ils affectent l'hôpital au complet. Alors, il y a une prise de conscience au niveau des employés que c'est important que les employés suivent une cyber-hygiène très, très importante, parce que ça fait une grosse différence. Récemment, on a fait, je suis dans le comité du CIM aux États-Unis, puis on a fait un webinaire sur le ransomware. Puis on a interviewé la chairman de radiologie de l'Université du Vermont. L'Université du Vermont sont fait hacker pendant la pandémie. Puis ils ont été essentiellement down par une couple de semaines. Pendant une couple de semaines, c'est vraiment un gros problème. C'est nightmare complètement. Puis la façon qu'ils se sont fait hacker, essentiellement, c'est qu'il y avait un employé du groupe de IT qui était en vacances, puis avait apporté son laptop de l'hôpital, puis avait reçu un email, un courriel de sa fille. Puis, essentiellement, il a ouvert le courriel. Bon, ça venait de sa fille, mais essentiellement, sa fille avait reçu ça, puis ça demandait ce qui se passait. Puis, il y avait du malware là-dedans. Le malware a pris contrôle de l'ordinateur de cet employé-là de façon sournoise. L'employé ne s'est pas rendu compte que c'est fait hacker. Puis, après ses vacances, l'employé s'est connecté au réseau de l'hôpital. Puis, en dedans de quelques heures, le software est rentré dans l'hôpital puis a commencé à quitter un paquet de données. On regardait, elle a décrit exactement la progression. Puis,
Je veux dire, après un jour, essentiellement, la plupart des données étaient cryptées. Puis, c'est un gros problème. Donc, c'est non seulement il faut protéger les appareils médicaux puis s'assurer que les hôpitaux sont bien protégés, mais il faut éduquer tous les utilisateurs que sont des points d'accès potentiels pour hacker les hôpitaux. Même si c'est comme, whatever, un employé de base qui s'occupe de paperasserie pas important dans l'hôpital, ça peut être une source, un point d'accès qui va affecter l'hôpital. Donc, c'est une des choses qui a changé aussi. Une éducation au point de vue de ce qui se passe. Puis, une autre chose aussi qui est importante, qui se produit dans les hôpitaux, c'est que, par exemple, un hacker rentre dans l'hôpital, ça va dans un couloir, ça va dans une petite pièce, il y a un réseau Internet, plug son laptop sur le réseau, a accès à tout le réseau de l'hôpital, peut hacker n'importe quoi, n'importe quel système. Alors, on s'est rendu compte que, c'est ridicule. Alors, il y a de plus en plus d'efforts à faire une compartimentalisation au niveau de l'hôpital pour que, les dossiers critiques au niveau de l'administration, c'est un réseau séparé qui a besoin d'un accès vraiment séparé. Puis si un hacker arrive dans une chambre de patient, se plug sur le mur, essentiellement, il n'aura pas accès à tout le réseau de l'hôpital. Il va avoir accès à des petites affaires banales comme l'éducation des patients, whatever, mais les informations confidentielles, puis tout ça, ils n'auront pas accès parce que ça va être dans une autre partie du réseau. Puis, donc, cette segmentation de réseau, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Segmentation aussi, c'est important pour les appareils médicaux qui sont vétustes, OK? Un appareil médical, ça peut durer pendant bien des années. Je veux dire, quelque chose, un appareil médical de base, une pompe à injection, quand c'est créé, ça peut marcher pendant 20 ans, ces affaires-là. Ça peut être connecté sur Internet, puis tout ça. Puis, ces appareils-là, qui ont été créés il y a 20 ans, même s'ils sont capables d'être connectés avec le network, ne sont pas protégés parce qu'ils n'ont pas été designés avec cette mentalité de protéger là. Alors, une solution pour ces appareils vétustes-là, c'est de faire la segmentation de réseau, puis créer essentiellement un réseau avec un appareil, OK? Juste cet appareil-là, OK? Puis, rien d'autre dans ce réseau-là. Puis, donc, essentiellement, à moins de pénétrer le réseau contient juste cet appareil-là, l'appareil va être safe de n'importe quelle autre brèche, de n'importe quel autre réseau de l'hôpital. Donc, c'est une autre chose qui se fait au niveau de l'hôpital. C'est toutes des choses qui, essentiellement, c'est des leçons qui ont été apprises après plusieurs attaques, des vraies attaques, ou après plusieurs comme preuves de concept de chercheurs en cybersécurité qui ont identifié un paquet de vulnérabilités. Puis, ça a changé les choses. Puis maintenant, essentiellement, les hôpitaux sont requis d'engager essentiellement des red teams pour essayer d'hacker l'hôpital, puis identifier leurs vulnérabilités. Puis on fait ça à mon hôpital, puis on fait ça dans tous les hôpitaux du Québec. Puis on reçoit comme un rapport disant, qui était vulnérable de telle affaire. À l'interne, t'es correct, mais les utilisateurs utilisent des passwords qui sont vraiment faciles à connaître, puis à guesser. Puis, mais de l'externe, t'es mieux, t'as une meilleure posture. Alors, avec cette information-là qu'ils reçoivent, puis ça, c'est quelque chose qui est fait à chaque année, à ce moment-là, ils savent, c'est quoi leur vulnérabilité, puis ils s'occupent de s'assurer de renforcer leur défense, puis d'éliminer, de patcher les trous de sécurité qu'ils ont au niveau de l'hôpital. Donc, c'est une mentalité qui a vraiment changé. Puis, je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est un problème qu'on n'arrivera pas à régler parce que la situation est très asymétrique. OK? Si tu regardes, par exemple, les attaquants versus défense, OK? Les attaquants, ils vont lancer un paquet d'attaques. Ils peuvent, mettons, lancer 10 000 attaques contre un hôpital. Puis, le système de l'hôpital, de sécurité de l'hôpital va bloquer presque toutes les attaques, mais il suffit qu'une attaque traverse, pénètre le firewall ou whatever, sont à l'intérieur, à ce moment-là, ils ont accès au contrôle total. La défense doit bloquer toutes les attaques à 100% parce que s'ils en laissent passer une, à ce moment-là, sont faites. OK? Donc, ce qui fait, c'est vraiment une grosse différence
de lourdeur de tâche. La lourdeur de tâche de défense est beaucoup plus lourde que la lourdeur de tâche d'attaquant parce que l'attaquant peut runner un paquet de différentes attaques, puis éventuellement, sont chanceux, puis il y en a une qui perce, puis ils sont corrects. Puis cette asymétrie-là ne changera jamais. Mais ce qu'il faut faire, la mentalité, c'est qu'essentiellement, on ne peut pas protéger l'hôpital à 100%, OK? Mais on peut avoir du software ou des ressources pour détecter les attaques aussitôt qu'elles se produisent pour les contenir le plus possible. C'est une attaque, puis souvent, du software avec l'intelligence artificielle et tout ça, maintenant, s'occupe d'identifier ce qui se produit dans les réseaux pour essayer de détecter les attaques parmi une quantité astronomique de données qui passent sur ces réseaux-là. Puis ces softwares sont vraiment bons, de plus en plus meilleurs à détecter ces attaques-là, ce qui fait que ça aide à les protéger. Mais le but, c'est pas de mettre le système de santé complètement étanche. La seule façon, c'est essentiellement de le déploguer sur du network, puis essentiellement, c'est pas possible essentiellement parce que de plus en plus, les patients se connectent à cet hôpital-là pour avoir accès à leur dossier médical puis tout ça. Donc, c'est pas possible d'isoler l'hôpital. Mais en ayant de la technologie qui détecte les intrusions aussitôt que ça se produit, ben à ce moment-là, puis souvent c'est dans le milieu de la nuit, puis tu sais, vous avez les gens, les équipes de cybersécurité dans le milieu de la nuit, ben la plupart dorment. Tandis que s'il y a du software d'intelligence artificielle qui run dans le background, qui analyse ça, il peut détecter une attaque dans le milieu de la nuit, puis bloquer ou essentiellement limiter les dommages de cette attaque-là. Alors, c'est le but, essentiellement. C'est rendre les hôpitaux plus résilients le plus possible, de différentes façons. Puis, on peut faire ça à différents niveaux. Puis, tout le monde fait ça, essentiellement, à tous les niveaux qui sont possibles. Très intéressant. C'est des bonnes nouvelles de savoir qu'on s'en va vers du positif, vers l'avenir. Et je te remercie énormément de ce partage-là parce que c'est un paysage d'un univers que je pense qui est peu connu du grand public. Puis j'espère justement que ça va rejoindre les gens et les aider à contribuer à l'amélioration de notre système de santé puis le rendre plus résilient, comme tu mentionnes. C'est important. Puis c'est important aussi qu'on est chanceux au Québec parce que vraiment, c'est pas juste des hôpitaux qui travaillent individuellement à se défendre. Il y a le gouvernement qui est là pour les aider. Puis si un hôpital se fait attaquer, bien le gouvernement sera là. Je veux dire, leur groupe, des take-over, puis essentiellement arrive à défendre l'hôpital, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Alors, donc, on est chanceux de cette façon-là au Québec. On est plus protégé qu'ailleurs. Donc, non seulement on est des cibles qui sont moins attrayantes, mais on a vraiment un meilleur système pour protéger ces cibles-là. Donc, on est dans une bonne place. Oui, merci.